Et c'est parti pour ce nouveau format que je vais tester. En fait, j'ai pris, vraiment un papier et un crayon et je me suis posé, là, il y a, 5 questions auxquelles je vais répondre, sur le freelancing, sur l'IA, sur le climat, enfin et cetera. Je voulais juste te parler, face caméra en expliquant uniquement ce que j'ai dans la tête. Première question, on va y aller. Un freelance qui livre 10 fois plus vite avec l'IA doit-il baisser ses prix? Et ça, c'est une question qui est, pas évidente parce qu'aujourd'hui, le coût de la ligne de code a complètement chuté. Hem, Moi jusqu'à aujourd'hui finalement, enfin j'ai commencé il y a 5 ans avec un taux jour moyen à 1 000 € et là aujourd'hui, il est à 1 200. Et est-ce que je devrais baisser mes prix sachant que l'IA livre 10 fois plus vite? Dans tous les cas, si tu te vends à la journée, non. C'est surtout enfin, tu pourrais même avoir tendance à l'augmenter si vraiment tu maîtrises bien l'IA parce qu'effectivement ton client, tu vas réussir à le sursatisfaire, versus ce que tu pouvais faire il y a 1 an ou 2 et versus ce que lui a déjà comme process dans sa boîte qui peut avoir plus d'inertie que toi, ce que tu as en tant que freelance aujourd'hui. L'avantage d'être seul ou en tout cas en toute petite équipe, c'est qu'effectivement si tu veux tester un nouveau process, voilà, tu cliques, 3 clics sur Claude et cetera et tu as Claude dans 2 minutes et tu peux tester, directement. Tandis que dans une entreprise, ça peut prendre plusieurs mois, tu vas avoir des pare-feux, la DSI elle va bloquer, certains accès et toi du coup en tant qu'indépendant, bah, tu peux livrer beaucoup plus vite. Attention tout de même à bien respecter, le cadre, fourni par ton entreprise d'un point de vue sécurité des données et cetera. Donc du coup en régie, j'aurais plutôt tendance à être stable, voire légèrement monter les prix en fonction du besoin. Par contre, quand tu as un produit, quand tu développes un produit, c'est vrai que la concurrence est accrue puisqu'effectivement, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui de pouvoir développer un produit. Et là, mon conseil serait un petit peu différent. Ce serait plutôt de se dire, bah, si tu livres 10 fois plus vite, heu, passe pas autant de temps sur ton produit, va plus vite sur la MVP et ensuite, le temps que tu as gagné, mets-le sur la distribution. Parce que c'est ça aujourd'hui qui va faire la différence, si tu veux livrer, du contenu, enfin un produit, un SaaS, peu importe, quelque chose de sur mesure à soit à toi-même, soit à tes clients. C'est vraiment la distribution qui va te permettre de sortir de la concurrence qui est de plus en plus féroce. Sur ce, question suivante. Slowpreneur, est-ce que c'est un mot sexy pour dire pas d'ambition? Moi, ce que je vois dans le slowpreneuriat, et pas le solopreneuriat, hein, c'est vraiment cette, tendance, cette vocation à vouloir privilégier la qualité à la quantité et la qualité à la fois dans ce qu'on va produire, mais aussi à la qualité de vie, à prendre soin de soi et pas forcément à maximiser typiquement les revenus qu'on pourrait faire, en allant chercher, le burn-out. Et donc comment on arrive à créer suffisamment de valeur pour être épanoui dans son travail et dans sa vie perso et réussir, je pense qu'il y a de la place. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où, heu, je dirais pas que c'est facile, mais ça n'a jamais été aussi accessible de pouvoir se générer, un petit revenu, enfin un revenu, confortable pour, vivre. Je dirais qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi, facile de pouvoir tester des choses, construire, ajuster sans forcément se mettre, complètement, KO en burn-out et je pense qu'il faut prendre soin de soi. Est-ce que je suis slowpreneur moi-même? Ça, c'est une bonne question, il y a en fait, je suis plutôt, slowpreneur, ça dépend des semaines, on va dire. Il y a des semaines où je vais être, assez tranquille et faire gaffe et prendre du temps pour moi, aller dans des cafés, me balader, enfin prendre 1 ou 2 jours off de manière inopinée et en fait, parfois, je vais être quand même beaucoup plus bourrin, ce que j'appelle, moi, ce que j'appelle des saisons d'effort et en fait, il y a des moments où, bah, je vais vraiment pousser sur l'accélérateur et des moments où je vais être beaucoup plus light mais du coup, en moyenne, je pense quand même que j'ai un équilibre de vie qui se tient tout à fait. Si 90 de la veille que tu fais aujourd'hui, notamment avec Claude, est obsolète dans 3 mois, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une bonne question également et je me la pose parce qu'effectivement tous les matins j'ai une veille qui arrive dans ma boîte mail. Pour le coup, je l'ai pas mal travaillée et je la lis vraiment tous les matins. J'ai plusieurs sujets, IA, climat carbone, indie hacking, builder et cetera et freelance.
notamment. J'ai aussi, des signaux qui peuvent apparaître, commerciaux, des gens qui peuvent chercher, enfin des missions typiquement sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle et cetera, qui peuvent m'amener peut-être des leads potentiels ou des discussions, pour les différents produits que je peux commercialiser. Et est-ce que, du coup, le fait que tout aille vite, ça rend forcément ma veille obsolète? Je pense pas, puisque c'est une question, en fait, d'acculturation. C'est comme quand tu regardes, en fait, les infos. Tout change vite, mais en même temps, c'est cette culture que tu vas te construire petit à petit qui va te permettre d'être à jour sur les sujets sur lesquels tu interviens. Typiquement sur la partie IA, tout bouge très vite, mais c'est parce qu'effectivement tu prends les vagues petit à petit que l'énorme vague, tu ne la prends pas forcément, le jour où tu te mets à essayer de comprendre les sujets IA. Ce qui était mon cas là en février, effectivement, j'ai dû rattraper toutes les vagues que j'aurais pas perdues, mais en tout cas, j'ai voulu vraiment passer au niveau supérieur en comprenant vraiment ce qu'il y avait derrière, toute cette culture IA, ça demandait pas mal de temps. Maintenant, je dirais que je suis plutôt à jour de ce qui se passe, dans ce monde. Est-ce qu'il faut utiliser Claude pour tout et n'importe quoi et surtout déléguer notre ton à Claude? Ça, c'est un des premiers cas d'usage qu'on a généralement quand on commence à utiliser l'IA. Ça va être de déléguer à Claude l'écriture, parce que c'est assez facile versus mettre en place des agents, mettre en place des process un peu plus compliqués. Et force est de constater que c'est pas forcément une excellente idée, notamment si, vous faites le dernier kilomètre avec Claude. Claude qui vous sort des idées, c'est très bien, c'est le cas par exemple de la question, hein, qui est sortie par Claude. Par contre, la réponse, je pense qu'elle doit vraiment venir de vous, hem et c'est ce qui va vous apporter aussi crédibilité sur les supports et les canaux, sur lesquels vous allez communiquer. Sur LinkedIn aujourd'hui, j'en peux plus de voir, tous ces posts écrits à l'IA alors que tu vois, moi je me dis: «Tiens, j'en écris un par semaine». C'est pas énorme, mais je prends le temps de l'écrire et de poser mes idées et me dire: «Voilà, je suis capable d'écrire, 15 lignes, par moi-même sans l'IA». Même si l'idée peut-être elle peut venir de Claude en disant: «Voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? De quoi on pourrait communiquer en fonction de mes enjeux business? Qu'est-ce qui peut être pertinent de, heu, de faire passer comme message?» Mais en revanche, l'écriture, je pense que c'est quelque chose, par exemple, qui nous appartient. Hem Et ce que je fais, un petit conseil que je pourrais donner, c'est que, heu, à chaque fois je relis à haute voix donc ce que mon contenu qui est écrit et surtout je me pose la question: «Est-ce que quelqu'un d'autre que moi aurait pu écrire ce contenu?» Et si la réponse c'est «oui», eh ben alors je recommence l'écriture de ce même contenu parce que ça veut dire qu'il n'est pas assez, personnalisé et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que lorsque l'on m'écoute, lorsque l'on me lit, les gens se disent: «Tiens, c'est forcément vraiment Gaëtan qui l'a écrit, qui l'a dit», parce que c'est vraiment cohérent avec, sa façon de penser. Et dernière question, consultant sur le sujet climat et carbone et IA, est-ce que c'est, pas un peu, antinomique? Bah, effectivement, on a un sujet où, l'IA aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est de l'électricité, on va dire, qui est, raffinée dans des data centers pour en sortir des tokens, ce qu'on pourrait traduire par morceaux d'intelligence et qui ensuite produisent, bah, vos réponses que vous pouvez avoir dans n'importe quel, LLM. Et ça, globalement, bah, ça mobilise des data centers et on en a besoin de plus en plus. L'électricité totale consommée par les data centers va doubler d'ici 2030 et la part la plus importante, ça va surtout être lié à l'explosion de nos usages, liés à l'intelligence artificielle. Et pour ça, moi, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui?» Moi qui suis plutôt power user de Claude dans mon usage, quelle est l'empreinte environnementale, de mon usage IA? Et c'est pour ça que j'ai développé un premier module open source qui s'appelle Claude Carbone et qui permet à tout à chacun de l'installer sur sa machine et d'utiliser avec Claude Code. Et ensuite Token Climate qui est la version entreprise et qui permet aux entreprises, de pouvoir piloter leur empreinte environnementale d'une part, mais surtout leur facture puisque je considère que le sujet, de la tokenomie, le fait de pouvoir piloter sa finement sa facture et ses tokens, va être un sujet clé qui va arriver dans les semaines et mois à venir. Mais du coup, ouais, c'est pas forcément antinomique, mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les bonnes pratiques sur la partie IA environnement et surtout être alerte, sensibilisé. En tout cas, moi, je fais le pari de pouvoir dire: «Oui, je suis un power user de l'IA et en même temps, voici ce que ça consomme comme ressources, voici les alternatives, qui existent».
Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est hyper inconfortable et sur lequel on n'a pas toutes les réponses.